Alors le Conseil de l'Union européenne, lui, est compétent pourquoi? Alors si on veut encore faire une distinction entre avant Lisbonne et après Lisbonne, avant Lisbonne, le Conseil était compétent pour adopter, bien, la plupart des décisions liées à la mise en œuvre des politiques menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Heu, donc je dis la plupart, c'est-à-dire, la plupart de ces politiques qui n'étaient pas encore communautarisées. Donc un exemple d'une telle décision, hein, c'est celle du Conseil du 12 juin 2007 qui concerne le système d'information Schengen de deuxième génération, le SIS II. Et puis, dans la foulée, le Conseil s'était reconnu compétent pour adopter de la soft law relative pour interpréter et faciliter la mise en œuvre des principaux textes, des principales normes existantes dans notre espace. Bon, je vous ai mis l'exemple du manuel européen révisé concernant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, donc qui est un texte de soft law sur comment utiliser un mandat d'arrêt européen, à quoi faut-il penser avant d'en émettre un, comment faut-il l'émettre, comment faut-il l'exécuter lorsqu'on on en reçoit un. Et donc, si vous voulez, tout ça était cohérent, hein. Le Conseil de l'Union avait disposé d'un pouvoir d'exécution pour la mise en œuvre des politiques qui nous intéressaient et qui pouvaient comporter donc des décisions, mais aussi qui pouvaient aller jusqu'à la soft law, c'est-à-dire donner des lignes directes, des interprétations, des lignes directrices des principaux textes normatifs. Alors, comme on l'a dit, la situation a évolué avec Lisbonne. Alors, quand on regarde la slide, on a l'impression que le Conseil dispose de plus de compétences. Alors, c'est vrai qu'il dispose peut-être de plus de compétences qui ont été formellement reconnues, mais il ne faut pas que ça trompe, hein, que ça induise en erreur, puisque c'est le Conseil en fait, est de moins en moins compétent quantitativement par rapport à la Commission, hein. J'en reviens au basculement dont je parlais de la fonction exécutive exercée au niveau de l'Union contre nos politiques, hein, qui passe du Conseil à la Commission. Alors, donc, qu'est-ce qui est reconnu dans ce nouveau contexte au Conseil? Tout d'abord, la faculté d'adopter toujours des décisions. Alors, j'ai mis des décisions, bon, pour mémoire, des décisions autonomes, hein. Vous savez, c'est par exemple ces mesures administratives que le Conseil peut directement adopter en matière de gel d'avoirs terroristes. Bon, il y en a encore quelques autres. Et puis, évidemment, toujours quelques décisions, peut-être plus exactement la participation à des procédures décisionnelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, souvent, il s'agit de procédures assez longues et complexes dans lesquelles le Conseil de l'Union européenne n'intervient qu'en dernier ressort pour trancher, donc quelque part, hein, avec donc le dernier mot étant laissé à une phase intergouvernementale. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de la mise à l'écart d'un État Schengen, bon, décision qui n'a jamais encore été adoptée, mais vous savez, c'est une longue procédure où la commission se prononce, il y a des allers-retours, et c'est finalement le Conseil qui doit décider sur avis de la commission. Et puis, il y a également le Conseil est également compétent pour suivre certaines procédures. Donc il s'agit plutôt d'obligation d'information à son égard, hein. Vous voyez, donc vous voyez toujours la logique, hein, de l'évolution, où le Conseil est en quelque sorte dessaisi des fonctions d'exécution, mais en même temps on le
le tient au courant. C'est ce qui, c'est par exemple le cas du mécanisme d'alerte rapide dans le cadre du règlement de Dublin 3 de 2013. Donc vous savez, lorsque en cas de risque sérieux, hein, de pression particulière exercée sur le régime d'asile d'un État membre, l'application du règlement peut être compromise. Donc s'engage toute une procédure entre la Commission et l'État membre en question, dans lequel le Conseil est évidemment tenu informé. Et puis il y a enfin le Conseil a été reconnu compétent dans un cas très spécifique, celui des mesures d'urgence en matière migratoire. Je vous ai mis les références ici, donc c'est ces fameuses compétences, fameuses entre guillemets, hein, qui ont été reconnues par le traité à l'article 78 alinéa 3. Je vous relis la disposition pertinente, hein. Au cas où un État ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Le Conseil peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés, le statut après consultation du Parlement européen. Et c'est sur cette base légale que, en septembre 2015, ont été adoptées les deux décisions relatives à la réallocation de demandeurs d'asile qui, alors je ne sais pas quel est le terme exact, qui résidaient ou qui étaient en Grèce et en Italie. Alors voilà rapidement dit en quoi le Conseil est compétent. Alors évidemment, quand on étudie le cas de la Commission, on constate que eh bien elle bénéficie du flux inverse, hein, c'est-à-dire qu'avec la communautarisation, elle se retrouve, elle acquiert un rôle beaucoup plus net d'autorité de mise en œuvre. Alors, ce rôle se traduit comment? Se traduit de trois manières. La première, c'est la participation à l'exécution de certaines politiques, enfin même de la plupart des politiques. Le deuxième concerne le contrôle de la mise en œuvre. C'est plus classique ça, hein, c'est classique, je veux dire, par rapport aux autres politiques menées dans l'Union, c'est-à-dire le contrôle de la mise en œuvre des politiques, du droit des législations en vigueur dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice par les États membres, la fonction classique de la Commission. Et puis, troisièmement, donc une fonction plus originale qui est une fonction d'évaluation. Alors, en ce qui concerne la participation de la Commission à l'exécution de politiques dans notre domaine, eh bien, on retrouve là encore la répartition déjà étudiée. À savoir que la Commission est surtout compétente pour l'adoption de normes d'application, de décisions et de soft law. Évidemment, pratiquement pas du tout en matière opérationnelle. Les normes d'application, de quoi s'agit-il? Mais il s'agit, on retrouve la panoplie habituelle des actes délégués et des actes d'exécution. J'ai donné deux exemples. Un exemple tiré du Code frontière Schengen dans sa dernière version de mars 2016, avec un article 13 qui nous dit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, surveillance des frontières. Ça concerne, vous savez, il y a
en matière de contrôle, en matière de gestion des frontières extérieures, il y a d'une part le contrôle des points de passage et la surveillance de la frontière entre les points de passage. Donc là, il s'agit de la surveillance de la frontière entre les points de passage et qui fait l'objet de plusieurs annexes du règlement de 2016 du code frontière Schengen, et la Commission a été reconnue compétente pour modifier ces annexes par voie d'acte délégué. Ensuite, des actes d'exécution, là encore dans le même règlement. Permet à la Commission d'adopter des mesures spécifiques en cas de manquement grave lié au contrôle des frontières extérieures. Manquement grave lié au contrôle des frontières extérieures, comme par exemple le déploiement d'équipes du corps européen de garde-frontières, l'élaboration de plans stratégiques avec le déploiement de personnel et d'équipements. Voilà, donc là, sous forme d'actes, ces mesures spécifiques prennent la forme d'actes d'exécution. La Commission est également compétente pour adopter des décisions. Quelques exemples, un spectre assez large de décisions possibles. Une relative à l'application du SIS, en particulier du SIS-2. Vous savez que le SIS-2 fait l'objet d'un manuel, le manuel Sirène, qui est un petit peu le mode d'emploi du SIS, et là encore, ce mode d'emploi est adopté par voie de décision de la Commission. Et puis également des décisions, autre exemple, en matière d'autorisation de rétablissement de contrôle aux frontières intérieures. Alors, vous allez me dire, c'est presque pour ceux qui ont fait du droit administratif, c'est presque une compétence liée. Maintenant, en fait, ça l'est pas dans le cadre tel que le droit posé par le code frontière Schengen, mais ça l'est presque dans la pratique, puisque la Commission autorise les rétablissements de contrôle aux frontières qui sont proposés, entre guillemets, par les États membres depuis maintenant, depuis 1 ou 2 ans. Enfin, la Commission est également compétente pour adopter de la soft law. Bon, j'ai donné l'exemple du manuel Schengen que je développe pas ici. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que, vous voyez, c'est ce basculement disons de toute la gamme des compétences d'exécution, qui vont des normes d'application les plus élevées dans l'ordre juridique, des actes délégués, et puis des actes d'exécution, des décisions, jusqu'à la soft law, c'est-à-dire jusqu'au texte d'interprétation, jusqu'au texte qui permettent la mise en œuvre des textes normatifs. Voilà, c'est passé, le centre de gravité s'est déplacé vers la Commission. Alors, la Commission est également compétente pour être autorité de contrôle de la mise en œuvre des politiques, la mise en œuvre du droit de l'espace de liberté, de sécurité et de justice par les États membres. Alors ça quelque chose là qui n'est pas propre à notre espace, à la mise en œuvre des politiques dans notre espace. Vous savez, c'est une fonction classique, d'origine de la Commission, qui a priori s'applique à toutes les politiques menées par l'Union. Bon, j'ai mis quelques exemples. Là, je vais pas tous les traiter. Par exemple, dans Schengen,
La commission est compétente pour enquêter sur les cas d'infraction présumés aux dispositions sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures, hein, donc compétente pour enquêter sur les cas d'infraction présumés aux dispositions sur la suppression des frontières des contrôles aux frontières intérieures. Bon, il y a des dispositions semblables dans le paquet asile, mais de toute façon, la commission est compétente de manière générale au nom de sa compétence générale de respect du contrôle du respect de la mise en œuvre du droit de l'Union par les États. Et puis, troisième compétence de la commission, cette fois un petit peu plus spécifique à notre espace, elle est chargée, alors c'est pas la seule, elle est co-chargée, si je puis dire, elle est chargée de co-évaluer plutôt Schengen, depuis la révision de 2013. Hein. Vous savez que 2013, bon, il y a une des nombreuses révisions du système Schengen, et en particulier sur sa gouvernance, et qui a introduit la possibilité, enfin qui a renforcé les possibilités d'évaluation du fonctionnement du système Schengen. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, les institutions de l'Union d'une part, hein, principalement le Conseil et la Commission, mais en outre, toujours au titre des organes européens, voilà, les agences de l'Union qui sont compétentes dans notre espace. Alors, vous le savez, hein, les agences européennes sont des personnes morales autonomes qui ont été créées pour remplir des tâches spécifiques en fonction du droit de l'Union. Ce ne sont pas des institutions de l'Union, il n'y a que 7 institutions dans l'Union, c'est ce que les traités appellent plutôt des organismes, et qui elles, connaissent la même évolution, hein, qui voient leur passage d'un statut plutôt intergouvernemental vers un statut plutôt de type communautaire. Bon, ça a été assez net dans l'évolution d'Europol, ça l'est moins par exemple dans l'évolution d'Eurojust, ça a toujours été un petit peu le cas de Frontex, c'est encore plus marqué depuis la récente réforme de Frontex, etc. etc. Alors, il y a 3 types d'agences dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il y a un type d'agence dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent et dont on ne parlerai plus après les avoir évoquées ici, qui sont les agences chargées de gérer de l'information pour la Commission et pour les États membres. L'Agence européenne des droits fondamentaux, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et le Collège européen de police. Donc, leur fonction principale, c'est d'obtenir, d'aller chercher ou de recevoir de l'information, par exemple en matière de droits fondamentaux, en matière de drogue, en matière de formation des forces de police, bien de les traiter et ensuite de les remettre à disposition à la commission, à disposition de la commission ou à disposition des États membres. Alors beaucoup plus importante au moins d'un point de vue opérationnel concret, sont les 2 autres catégories d'agences qu'on a déjà rencontrées. La première catégorie rassemble les agences qui sont chargées de faciliter la coopération entre les autorités nationales compétentes, le Frontex, Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et puis EULISA, vous savez, cette agence qui gère les bases de données européennes. Ces agences disposent de 2 types de compétences. Faciliter la coopération informationnelle et opérationnelle. Hein, on est toujours dans un cadre de coopération
entre les États membres, et ces agences interviennent pour la coordonner, pour la faciliter. Et également adopter de la soft law. Adopter de la soft law sur bien pour faciliter la mise en œuvre des politiques qui les concernent, la gestion des frontières extérieures pour Frontex, etc. Remarque importante en matière de compétences, c'est que souvent la Commission est impliquée dans les décisions des agences. Parfois, certaines agences ne peuvent pas adopter de décision sans avoir consulté la Commission ou sans avoir même obtenu l'avis de la Commission. C'est le cas en particulier pour tout ce qui concerne les budgets des commissions, leurs effectifs, leurs programmes de travail, leurs priorités, parfois même certaines décisions opérationnelles. Ces agences sont marquées par une évolution dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est celle d'un dépassement, d'un approfondissement de cette fonction de coordination de la coopération, d'un dépassement donc vers l'exercice disons d'un rôle plus autonome, c'est-à-dire qui ne dépend pas du bon vouloir des États membres, des moyens qu'ils veulent mettre à leur disposition, mais qui leur permet d'agir dans normalement le seul but de la mise en œuvre des politiques dont elles sont chargées, donc c'est très net avec l'évolution de Frontex et la création du corps européen de garde-frontières. Alors, est-ce que c'est sans doute l'évolution de Frontex est sans doute une évolution importante. Je dirais, elle est presque plus une évolution symbolique que quantitative, puisqu'on reste quand même le domaine où Frontex peut prendre des décisions autonomes, intervenir de manière autonome et assez étroit, et la procédure est assez extrêmement balisée. Bon, néanmoins, elle existe. Enfin, troisième catégorie d'agences européennes dans notre espace, ce sont les agences liées à des autorités judiciaires ou qui sont elles-mêmes des autorités judiciaires. C'est donc Eurojust, est l'exemple même d'une agence liée à des autorités judiciaires, dont son but est de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires répressives. On pourrait y ajouter Olaf, disons, en tordant un petit peu les limites des catégories, mais surtout, évidemment, en y ajoutant le parquet européen, qui, lui, sera une véritable autorité judiciaire. Alors, ces agences quelles sont leurs caractéristiques principales? Elles sont, en ce qui concerne leur financement provient en très grande partie de subventions provenant du budget général de l'Union. Je vous rappelle que à partir de 2014 avait été prévue une baisse de 5% en matière de dotation en personnel des agences, donc qui a été plus ou moins qui a commencé à rentrer en œuvre, qui a dû, en particulier à l'égard de Frontex, et qui a dû être corrigé immédiatement sous la pression des crises migratoires. Je vous rappelle, il a fallu l'intervention du Conseil européen pour tripler les moyens alloués à Frontex. En ce qui concerne les organes, bien classiquement, les agences sont dotées d'un conseil d'administration, qui est à la fois l'organe qui va fixer, qui va détailler un petit peu
les règles du statut, hein, au sens du règlement de base des agences, qui va arrêter les grands textes, les procédures internes, le budget, les priorités, et qui sera également la première instance de redevabilité quant au travail fourni par l'agence, c'est-à-dire le directeur, donc autre organe, le directeur et les services vont devoir rendre des comptes de leur activité en premier lieu au conseil d'administration de l'agence. Et je vous rappelle que les conseils d'administration des agences sont composés par des représentants des administrations nationales compétents dans le domaine où interviennent les agences. Puis, il y a aussi des organes de conseil, parfois. Le management des agences est de plus orienté vers une recherche de rationalisation de l'activité des agences. Alors, quelques mots là-dessus, hein, la commission a cherché depuis le début des années 2010 à rationaliser le fonctionnement des agences. Alors peut-être hein, dans un but en soi d'une activité plus cadrée, plus normée, plus contrôlable, mais aussi pour instaurer un petit peu d'ordre parmi la désormais quarantaine d'agences européennes, et pour éviter que chacune, disons, ne prennent trop de liberté, ou que des doublons apparaissent, donc les encourage à s'appuyer sur des services mutualisés, etc., etc. Donc il y a derrière un fort contexte de rationalisation qui a des avantages et des inconvénients, hein, qui peut procurer des gains d'efficacité et d'efficience, mais qui aussi peut occasionner des pertes, parfois des pertes sèches en matière simplement d'atteinte des objectifs, hein. Ça a été un petit peu le cas de Frontex dont j'ai déjà parlé dans les années 2014, au début des années 2015. La redevabilité, donc j'y ai consacré un thème, hein, donc je reprends ici rapidement pour dire vis-à-vis de qui les agences sont-elles redevables. Eh bien, avant Lisbonne et avant la communautarisation totale, elles étaient redevables principalement au Conseil, devant le Conseil et devant les États membres. Alors, elles étaient redevables, hein, comme je l'ai dit, toujours à leur conseil d'administration d'abord, mais n'oubliez pas que les conseils d'administration des agences sont composés de représentants des administrations nationales compétentes. Maintenant, avec la communautarisation opérée par Lisbonne, eh bien, on retrouve toujours ce premier échelon évidemment, son premier échelon de redevabilité, hein, le conseil d'administration de l'agence, mais il y a plus seulement la redevabilité n'est plus seulement en direction du Conseil et des États membres, mais également de la Commission et du Parlement européen. J'ai déjà évoqué cette question, ces évolutions. Alors, de quoi les agences sont-elles redevables? Eh bien, on retrouve là encore hein, la trilogie déjà évoquée. Elles sont responsables bien de ce qui leur a été confié, hein, de la politique publique qu'elles doivent mener, du tronçon de politique publique qu'elles doivent mener. Elles sont responsables également de la gestion financière hein, des fonds qui leur sont confiés. Et elles sont également redevables du respect de la législation en matière de données à caractère personnel. Et ensuite, comment sont-elles redevables? Eh bien,
retrouve là encore hein, les mécanismes déjà vus, du reporting, de l'évaluation, de reporting, de l'audition, plutôt dans ce sens-là, de l'évaluation et des nominations. Alors, j'avais prévu ici de de développer le cas d'Europol, parce que bon, qui me semble assez intéressant pour plusieurs raisons, parce que c'est un cas, bon, Europol est connu, mais son fonctionnement ne l'est pas. Son fonctionnement est vraiment complexe, donc c'était un petit peu l'occasion de faire un exercice de démontage-remontage. Mais j'y vais y consacrer le prochain et je pense dernier thème de ce cours. Et pour ce qui me permet de passer au troisième et dernière, à la troisième et la dernière catégorie d'organes européens qui interviennent dans la mise en œuvre des politiques menées dans l'espace. Ce sont les organes chargés de la protection des données, et en particulier des données à caractère personnel. Donc je vous l'ai dit, il y a maintenant, pour pratiquement chacune des politiques menées dans cet espace, eh bien, chaque politique est doublée un petit peu à chaque fois par l'application de la législation parallèle en matière de respect des données à caractère personnel, puisque, vous savez, les politiques menées dans notre espace sont grosses consommatrices de données à caractère personnel et fonctionnent hein, en grande partie sur ce genre de données. Alors, quels sont les organes de l'Union qui sont précisément chargés de cette protection ? Il y a tout d'abord le contrôleur européen de la protection des données. Le contrôleur européen de la protection des données a été créé par un règlement, je vous ai mis les références, de 2001. Ce qu'il faut noter, c'est que donc il est compétent pour veiller au respect des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques à l'occasion du traitement de données personnelles par les seules institutions ou organes et organismes de l'Union. Donc à ce titre, il peut effectuer des contrôles préalables des traitements qui présentent des risques, il peut examiner les plaintes déposées par les personnes dont les données font l'objet d'un traitement, il peut effectuer des enquêtes et des inspections, etc., etc. Il peut conseiller les institutions et les organes européens, mais il n'agit que à l'égard, je le répète, des institutions, des organes et des organismes de l'Union. Et il le fait en appliquant la législation européenne propre à ces organes et ces organismes. Hein. Donc vous le savez, en matière de protection des données à caractère personnel, vous savez que vous avez trois grands blocs hein, qu'on a déjà vus. Le régime général, le régime applicable, donc le régime général qui s'applique, je dirais, à tout le monde, qui s'applique par défaut, et deux autres régimes particuliers qui s'appliquent, le premier lorsqu'il s'agit d'institutions et d'organes et d'organismes de l'Union, et le deuxième qui s'applique lorsqu'il s'agit de traitements à finalité répressive, avec une excroissance là-dessus, qui est lorsqu'il s'agit du traitement des données PNR. On a déjà parlé de ça. Alors, deuxième organe de l'Union chargé de la protection des données, ce sont les délégués à la protection des données. Il existe des délégués dans chaque institution ou organisme de l'Union, et le délégué s'assure du respect de la législation en vigueur, et les délégués sont placés dans chaque institution organe de l'Union, mais relèvent du contrôleur européen. Il y a ensuite donc ces organes un petit peu particuliers qu'on appelle les organes de contrôle ad hoc,
chargé de la protection des données à caractère personnel dans les bases de données européennes, hein. Vous le savez, ce sont ces organes qui contrôlent la manière dont est respectée la législation applicable en ce qui concerne les grandes bases de données européennes, VIS, SIS, Eurodac. Ce sont des organes mixtes, hein, qui sont composés de représentants des autorités nationales, hein, de protection des données, type CNIL en France, et des représentants du contrôleur européen, avec une évolution, hein, qui est le passage, ça a été net pour Europol, à disons, un contrôle uniquement réalisé par le contrôleur européen de la protection des données, hein. Donc on est passé d'organes mixtes qui associaient des autorités nationales et le contrôleur européen au seul contrôleur européen, du moins en ce qui concerne l'Europe. Pour les autres, on a encore des organes mixtes. Quatrième catégorie d'organes, le Comité européen pour la protection des données. Donc le Comité européen pour la protection des données est, si vous voulez, l'autorité pan-européenne, c'est-à-dire qui est chargée de réguler, c'est peut-être trop fort. Est-ce que c'est vraiment une autorité de régulation? Sans doute pas encore. Elle a été créée par le règlement d'avril 2016, hein, et qui crée le régime général, hein, en matière de protection des données, et dont la compétence est d'assurer le respect de la législation en question, de celle-là, du régime général, mais aussi des régimes particuliers, vous savez, dont on a parlé en matière répressive et PNR, et donc qui chapeaute en quelque sorte les autorités nationales, qui les coordonne et qui peut intervenir dans certains cas. Voilà, donc on en a terminé avec la question des organes européens. Donc on a vu, hein, pour étudier les questions de mise en œuvre, on a d'abord vu le principe, on a d'abord vu la question des organes nationaux, puis des organes européens. Pour mémoire, je signale le rôle que peuvent jouer en matière de mise en œuvre les pays tiers et les organisations internationales. Là encore, tout va dépendre des attributions du rôle que le droit de l'Union leur laisse jouer, hein. Donc vous savez qu'en particulier, il y a la possibilité de passer des accords en matière d'échange de données entre des autorités européennes et des autorités de pays tiers ou d'organisations internationales. Donc là, évidemment, hein, tout ça, ça a une conséquence importante en matière de mise en œuvre. Et que des liens peuvent être établis par des États membres ou par des organes de l'Union européenne avec des pays tiers ou des organisations internationales. Bon, quelques exemples, hein. Europol, évidemment, a des liens avec Interpol. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile a des liens avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et en général, dans le cas où de tels liens existent, sont passés en parallèle des accords administratifs entre les deux organes qui permettent
de faciliter des échanges. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu toutefois une tentative assez plutôt réussie de reprise en main de la Commission, et disons des autres institutions de l'Union sur, on va dire, les relations internationales des agences européennes, hein, qui sont maintenant beaucoup plus encadrées qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Donc je ne développe pas, hein, cette question qui mériterait pourtant de l'être, hein, mais voilà, je n'ai pas le temps de tout traiter dans le nombre d'heures attribuées. Le dernier point que je voudrais voir, en revanche, avant de terminer ce thème, concerne le contrôle juridictionnel et l'évaluation, bien justement, de la mise en œuvre de ces politiques. Alors, le contrôle juridictionnel, vous savez qu'il a commencé de manière assez timide, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant Lisbonne, hein, donc le contrôle juridictionnel par des institutions européennes au sens large, hein, par exemple la Commission, avec le rôle qu'elle peut jouer dans les recours en manquement, mais également la Cour, bien entendu, était très limitée. Et a continué à être limité dans une période de 5 ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, 2007, entre en vigueur en 2009, et donc jusqu'à fin 2014, le contrôle juridictionnel classique, hein, tel qu'il est prévu dans le traité par rapport aux autres activités, aux activités en général de l'Union, est extrêmement limité. Mais donc à partir de la fin 2014, en particulier, la Commission a retrouvé son rôle de gardienne des traités, qu'elle n'avait pas jusqu'alors, et donc avec cela la possibilité d'engager des procédures de recours en manquement. Avec le lancement dans les mois qui ont suivi, en 2015, de nombreuses procédures d'infraction pour transposition, mise en œuvre incomplète de dispositions, par exemple en matière de droit d'asile, le troisième paquet Dublin. Alors, le troisième paquet Dublin, lui, devait être transposé en juillet 2015. Donc là, la Commission a engagé ses procédures d'infraction à partir de l'automne 2015. Autre exemple, les procédures ouvertes pour infraction en ce qui concerne la relocalisation des demandeurs d'asile. Vous savez que la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ont refusé alors j'allais dire traiter leur quota, c'est pas très heureux, mais disons, d'accueillir leur part assignée dans ce domaine, et donc d'où l'ouverture par la Commission de procédures d'infraction, de recours en manquement. Juste pour mémoire, je vous rappelle que a été adopté il y a un an un texte qui est passé un peu trop largement inaperçu, qui concerne les orientations du contrôle que mène la Commission sur l'application du droit de l'Union européenne, hein. Donc ce texte indique comment la Commission entend utiliser son pouvoir de contrôle. Il n'y a pas d'éléments qui concernent directement l'espace de liberté, de sécurité et de justice, si ce n'est que la Commission indique comme priorité la lutte contre les infractions qui entravent la réalisation des grands objectifs de l'Union, ou qui risquent de compromettre les 4 libertés fondamentales. Bon, néanmoins, c'est un texte à connaître, disons, pour votre culture générale,
de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Alors, le dernier point, la question de l'évaluation. Alors, vous savez, je les traite ensemble, hein, contrôle juridictionnel et évaluation. Je crois vous l'avoir déjà expliqué, c'est que on a vu se développer l'évaluation des politiques menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, un petit peu pour compenser le fait que les contrôles juridictionnels n'ont longtemps pas été très développés, eux. Donc c'était un moyen, hein, un petit peu de compenser la faiblesse du contrôle, les faiblesses du contrôle juridictionnel. C'était pas aussi invasif que le contrôle juridictionnel qui à un moment on vous dit c'est bien, c'est pas bien. Là, les évaluations, voilà, il n'y a pas de conséquences aussi, je dirais aussi dramatiques, aussi percutantes qu'un arrêt de la Cour, surtout quand il vous condamne. Là, on est dans des recommandations, voilà, la situation est examinée, on propose des recommandations. Alors c'est peut-être plus facile, ça peut jouer dans les deux sens, un peu, ça peut être plus facile à mettre en œuvre ou c'est aussi plus facile à ignorer. Bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que on découvre quand même à l'évaluation un certain nombre d'avantages, hein, qui est celui de donner disons une photographie d'ensemble d'une mise en œuvre donnée, c'est-à-dire par rapport au contrôle juridictionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien le recours, le contrôle juridictionnel permet des recours qui vont trancher sur un point, alors qui peuvent être d'importance fondamentale, hein, soulever des questions fondamentales en matière de liberté, en matière de droit, en matière d'interprétation, en matière d'équilibre institutionnel, etc., etc. Mais qui ne vous donneront pas une vision d'ensemble aussi large que peuvent le faire les évaluations. Par exemple, les évaluations qui ont été très développées, ce sont les évaluations du système Schengen, hein. Il y avait un premier texte pour les faire daté de 1998. Un deuxième texte a été adopté en 2013 lors de la révision de la gouvernance Schengen. Et les évaluations périodiques qui sont maintenant faites au titre du texte de 2013, eh bien, donnent une vision d'ensemble de l'application dans tout le système Schengen de la politique de gestion des frontières extérieures ou de gestion des frontières intérieures. Alors que, évidemment, les contrôles juridictionnels vont dire, voilà, là, par exemple, je sais pas, l'Autriche a eu tort de faire comme ça. Donc, alors évidemment, ça va avoir un impact sur les autres États membres, parce qu'il y en a peut-être qui faisaient comme l'Autriche, dans les cas concrets. Mais en tout cas, ça ne soulève qu'un point, ça ne soulève que ce qui est pathologique d'un point de vue juridique, et encore quand un recours est ouvert. Alors que les évaluations, elles, permettent d'avoir une vue plus générale, mais évidemment, les évaluations ne sont pas forcément suivies des faits aussi, a priori, aussi directs, efficaces que les arrêts de la Cour. L'autre avantage de l'évaluation, justement, c'est cette approche toujours un petit peu plus soft, dans des domaines où les États sont très sensibles, en matière de souveraineté pénale, territoriale, etc. On en a déjà parlé de tout ça. Il y a d'autres évaluations qui sont menées, en particulier en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, de lutte contre le terrorisme, etc., etc. Alors, avec ces derniers développements, moi j'ai terminé la présentation générale, hein, de la mise en œuvre des politiques dans notre espace. Ce que je voudrais faire maintenant, donc, c'est alors j'aurais aimé pouvoir vous présenter toute une politique, la mise en œuvre de toute une politique. Bon, je vais pas avoir le temps dans les heures qui me restent, donc j'ai décidé de vous présenter le fonctionnement d'une agence, hein, donc si vous voulez d'un tronçon politique, et comme je vous l'ai déjà indiqué, de vous présenter le fonctionnement
d'Europol. Voilà, ce sera l'objet des prochaines vidéos.